Bonjour, dans ce troisième épisode de notre série de podcasts consacrée à l'intégration africaine et au panafricanisme, nous nous concentrons sur le comment. Comment la diversité, souvent conçue comme une source de division, peut devenir un atout majeur pour la construction d'une unité africaine. Comment les fractures héritées du passé peuvent être dépassées et comment les différences, loin d'être un obstacle, peuvent devenir une source de consolidation de nos liens. L'histoire, la culture, la religion, toutes ces diversités portent en elles-mêmes des potentiels pour construire une Afrique unie avec un devenir commun. En compagnie de Trésor Mouteba de la République démocratique du Congo et Hussein Touba, nous allons chercher à comprendre, à trouver les voies et moyens pour aller au-delà de ces divisions et bâtir une Afrique unie, riche de ses pluralités. On va commencer par le commencement. Honneur aux dames. Hussein Touba, bonjour. Bonjour Maggie, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci, moi je suis Hussein Touba, je suis activiste de la République de Guinée. Je suis bénévole au sein de Rotary International, immédiate présidente de l'Interact Club de Conakry Ratoma, meilleure débatteuse de la Guinée au Sinamsco 2024, organisée par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation et intéressée par tout ce qui est question d'intégration panafricaine. Merci Hussein Touba. Trésor, je vous laisse peut-être vous présenter. Ok, à mes présentants, je suis Trésor Mouteba, comme vous l'avez dit, je viens de la République démocratique du Congo. Je suis activiste, défenseur des droits de l'homme. J'évolue au sein du mouvement citoyen La Lucha, Lutte pour le changement. Aussi, je suis étudiant à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup Trésor, merci Hussein Touba d'être là. Je rappelle que ces podcasts sont enregistrés dans le cadre de la session de formation organisée par la maison Caribou sous le nom de la cohorte sous-régionale Luc Nkulula. Depuis la conférence de 1900, le concept du panafricanisme est soumis aux ateliers de la pensée et aujourd'hui on parle de panafricanisme progressiste ou moderne. Comment définiriez-vous ce concept aujourd'hui? Est-il un idéal, une idéologie ou une réalité en construction selon vous, Hussein Touba? En fait, tout d'abord, il faut savoir que le concept de panafricanisme, à l'origine, c'est un mouvement de libération et de lutte contre la colonisation qui a évolué. Et aujourd'hui, moi, je définirais ce panafricanisme comme étant une idéologie qui vise à renforcer la souveraineté entre les États africains, à promouvoir la coopération économique et surtout lutter contre le néocolonialisme. Et d'une part aussi, c'est une réalité vraiment qui montre des défis, que ce soit politiques, identitaires et économiques. Pour aller plus loin, nous allons nous pencher un peu sur ce que Thomas Sankara a dit et surtout même sur l'Union africaine qui se veut aujourd'hui un cadre de panafricanisme mais qui est critiqué souvent sur leur manque d'efficacité et surtout sur leur manière de digérer et face à leur indépendance aux puissances étrangères. Donc je vais définir le panafricanisme aujourd'hui comme étant une idéologie et une réalité en pleine construction. Merci beaucoup, Hussein Touba. Trésor, le panafricanisme est-il un projet réaliste dans le monde globalisé où nous sommes avec des influences extérieures assez omniprésentes? Je pense que pour moi, je dirais non. Pour l'instant, le panafricanisme n'est pas encore une réalité. C'est une idéologie en construction, comme l'a évoqué un ami de la Guinée. Aujourd'hui, il faudrait comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et nous nous impliquons déjà à cela parce qu'il faudrait comprendre que les citoyens que nous sommes, on a cette mission-là de comprendre l'idée du panafricanisme, la maîtriser et la faire parvenir comme une réalité. Jusque-là, c'est une idéalité ou en construction. Ce n'est pas encore une réalité totale. Effectivement, vous avez parlé de tous ces défis-là que nous devons rencontrer, nous devons surmonter pour atteindre cet idéal-là. Selon vous, c'est exactement quoi? Il faudrait faire comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une idéologie déphasée. Je vais essayer de m'expliquer. Allez-y. Il y a une partie des citoyens qui essaient de comprendre le panafricanisme comme le fait de s'opposer à l'Occident, de dire non à la France, dire non aux États-Unis ou accepter la Russie. D'une phase, c'est cette manière dont la population est en train de comprendre l'idée du panafricanisme et pourtant ce n'est pas vraiment ça l'idéologie ou ce qui a été recherché par nos pères qui ont lutté pour cette idéologie. Et de l'autre côté, vous avez nos élites politiques aujourd'hui, au-delà de construire des États forts, au lieu de construire des États dont on doit respecter l'Afrique,
les États où la prospérité, où l'économie, voire même l'idéologie au niveau de l'éducation doivent être fortes, nos élites politiques sont à côté de l'idéologie. Ils essayent de construire une idéal autour ou visant leurs propres intérêts. Voire ils se penchent sur des histoires en économisant ou en évaluant des choses qui ne valent pas vraiment sur nos valeurs africaines, sur la responsabilité que nous attendons de leur part. Mais en toute réalité, il faudrait qu'on revienne sur ce qui est nécessaire pour nous. C'est aujourd'hui de rendre cette population trop exigeante envers nos autorités afin que nos autorités reviennent à leur place très responsable et qu'ils reviennent sur l'idéal de construire une Afrique forte, une Afrique où nous avons des États forts et avec des États un peu beaucoup plus sécurisés, donc nous éviterons beaucoup plus l'influence extérieure. Merci Trésor. Seinatou, partagez-vous le même avis ou avez-vous d'autres défis que vous voyez qui sont plus réels donc, par rapport au contexte où vous vivez? Bon, je pense que je partage l'avis de Trésor parce que d'un point de vue vraiment généralisé, il a touché en fait tous les points. Côté panafricanisme, en fait, nous sommes en face d'une idéologie vraiment qu'on doit amener à chacun de nos citoyens vraiment d'y penser. Parce que si on n'y pense pas maintenant là, il y aura quand même des soucis à l'avance. Donc comme je l'ai dit, toute chose c'est la base. Il faut que la base soit inculquée à chacun pour pouvoir vraiment permettre à ce panafricanisme-là qu'on souhaite tous de se développer de fur et à mesure, que ce soit de génération en génération. Alors, pensez-vous que la manière dont vous, en tant que citoyen, ou nous, en tant que société, nous voyons le panafricanisme, c'est de la même manière que les élites politiques, ils le conçoivent? La perception, moi, je dirais que ça varie en fonction des intérêts et des expériences. Je m'explique. Si on prend côté citoyen, notamment les jeunes aujourd'hui, ils voient le panafricanisme comme une solution aux problèmes d'instabilité politique, de réalité, de manque d'infrastructures, etc. Tandis que les élites politiques, eux, ils perçoivent en fait, ils voient dans le panafricanisme une manière de discours populiste où quand même ils lancent cela comme si les citoyens devaient vraiment s'appliquer là-dessus. Donc les citoyens et les élites politiques, je vais aussi me donner exemple comme Thomas Sankara qui a défendu vraiment le panafricanisme comme base d'autosuffisance économique et leadership politique, qui a été assassiné par les pouvoirs externes et internes, tout cela pour freiner vraiment cette vision-là. Donc il faudrait vraiment qu'on revoie notre manière de voir. Les citoyens et les élites ont une grande différence de voir les choses en termes de réalité, en termes d'intérêt, en termes d'expérience. Merci beaucoup. Et ça nous amène à interroger la mémoire collective ici. Peut-être quand je dis ici, c'est peut-être chez nous. Et ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est chez vous. Ouais. Toujours dans le continent. Donc il y a ces dislocations-là, de cette manière de voir le panafricanisme. Est-ce que si on avait une conscience collective autour de cette question-là, ce ne serait pas plus simple, Trésor? Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Il y a un adage qui dit quand on est seul, on n'est pas fort. Parce qu'on est ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Aujourd'hui, lorsque nous nous mettons à rechercher nos intérêts privés ou à ne pas penser à l'intérêt général, on aura cette difficulté-là de nous mettre croc à jambe. Si, par exemple, aujourd'hui, j'essaie de comprendre que le problème du Mali, c'est le problème du Congo, si j'essaie de comprendre que l'insécurité au Burkina Faso ou la démocratie qui est bafouée au Burkina Faso, c'est quelque chose qui va déranger le Congo. Donc, c'est quelque chose pour moi déjà un avantage parce que je comprends que l'Afrique, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, ce n'est plus peut-être cette division où c'est nous qui peuvent faire prévaloir mon intérêt. Je vois l'intérêt général de l'Afrique, je vois l'intérêt général de l'être humain, je vois cette dignité de la personne que je dois rechercher dans mon pays. J'aimerais peut-être que ces droits soient respectés aussi partout. Pour dire que
De la même manière dont nous sommes en train de voir les choses où nous définissons le panafricanisme ou les concepts, la pensée qui avait conduit nos élites à, en se battant ou en donnant tout ce qu'ils avaient pour ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense qu'ils nous ont influencés beaucoup plus par leur courage, leur manière de voir les choses et aussi leur détermination d'atteindre le but. On ne devrait pas peut-être nous contenter que de cela, mais on devrait avancer pour voir l'idéal de ce que nous pensons pour notre Afrique. L'idéal de ce que nous pensons pour notre Afrique. Oseinatou, comment l'histoire, parce que ce qu'il évoque là, c'est des questions assez historiques, comment l'histoire marquée par la colonisation, la décolonisation, donc tout ce par quoi on est passé, la lutte pour l'indépendance, comment cela influence-t-elle la vision du panafricanisme ici et ailleurs? Moi, je pense que l'influence que cela a apporté aujourd'hui a eu deux impacts positifs et négatifs en même temps. Le premier impact, c'est quoi? C'est que cette vision-là a poussé aux jeunes de vraiment avoir conscience de l'unité que le panafricanisme offre, de cette forte identité qu'on prône. Mais d'un autre côté, il y a aussi les divisions qu'on a eues, les langues qu'on nous a imposées de façon dominante, les coups d'État, les instabilités politiques, etc., etc. Donc moi, je pense que dû à cette colonisation-là, nous avons pris conscience. Et nous avons vraiment essayé d'assumer nos responsabilités face à certaines situations. Je pense que il va de la même manière que ce que les autres avaient mis en place avant. Il faudrait vraiment qu'on se sert de ce que nous avons et l'histoire, la colonisation, ainsi de suite, pour aujourd'hui vraiment espérer avoir un panafricanisme aussi longtemps que de l'autre côté. Je vais répéter la question pour peut-être pour que vous puissiez partager votre avis là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la colonisation soit française à notre niveau, qu'elle soit anglophone à un autre niveau et lusophone, et n'oublions pas les Africains de la diaspora, est-ce que ça n'altère pas cette vision-là que nous avons du panafricanisme? Je pense pas totalement. Je pense pas totalement. Il faudrait que nous-mêmes, nous nous libérons des réflexes ou de la prison de la pensée. Aujourd'hui, il faudrait comprendre que l'Afrique, elle est dans beaucoup de pays, nous sommes indépendants. Il faudrait essayer de faire quitter cet imaginaire pour dire qu'on est encore colonisé. Si tu regardes aujourd'hui très bien, politiquement, nos pays sont indépendants, même sur le plan économique, on est tellement indépendants. Mais on a encore cet imaginaire pour penser qu'on est encore colonisé. Il faudrait voir comment se situer dans l'histoire maintenant. Il y a nos pères qui ont combattu, ils nous ont donné l'indépendance. Et nous, au lieu de voir l'histoire autrement, voir peut-être comment faire évoluer ce qui nous a été déjà donné, on reste encore à tourner en rond. Aujourd'hui, on ne doit pas mener les combats de Lumumba, on ne doit pas mener les combats de Sankara. Ils ont fait leur part. Ils étaient dans une génération dont ils nous ont donné l'indépendance. On est indépendant. Aujourd'hui, on doit chercher comment rendre nos États forts. On doit chercher comment faire évoluer l'Afrique. C'est ça ce qui est important. Moi, je pense qu'on est pas sur l'emprise de ces pays où on est colonisé, peut-être dans... Ça, c'est l'imaginaire. Il faudrait travailler pour être fort. Travailler vraiment pour nous assumer. C'est ce qui est important et c'est ce qui est utile pour cette génération. Nous ne sommes plus encore en train de mener la lutte pour les indépendances. C'est pas ça le cas. Il faut repenser... Il faut repenser, oui, il faut repenser le concept. Oseinatou, la question des langues, vous l'avez un peu évoqué, ça revient, la question des religions, ça revient, la question du tribalisme. Aujourd'hui, comment le panafricanisme dans la société peut survivre face à toutes ces dislocations-là que nous créons? Face à toutes ces dislocations-là, je pourrais dire qu'il faudrait vraiment qu'on mette un accent particulier sur nos langues nationales. Si aujourd'hui, nous parlons le français, nous parlons le portugais, nous parlons l'anglais, mais est-ce que si on parlait nos langues nationales, on ne serait pas beaucoup mieux compris que si on parlait ces langues-là? Donc moi, je pense que la plus belle manière
de parler vraiment nos langues. Et pour mettre un accent particulier sur ce panafricanisme-là, il faudrait qu'on fasse la sensibilisation et qu'on prône nos langues nationales pour vraiment espérer aboutir à quelque chose de plus grand. Aboutir à quelque chose de plus grand, c'est ça l'objectif. Quel rôle va jouer le citoyen, selon vous, Trésor, dans ce processus-là? Je pense que les citoyens ont un rôle majeur, c'est de prendre d'abord sa responsabilité. Les citoyens doivent se comprendre. Euh, il faut, il faut s'auto-évaluer, se regarder et puis dire quelles sont les capacités que j'ai, quelles sont les responsabilités que j'ai dans mon État, quelles sont les responsabilités que j'ai autour de l'Afrique. Et quand tu vas comprendre cela, tu vas jouer un rôle majeur parce que si on ne se connaît pas, si on ne sait pas comprendre sa mission, on va tourner autour des choses qui ne sont même pas importantes. Moi, je pense que les citoyens ont un rôle à jouer et ce rôle-là, c'est un rôle très important d'être éveillé, d'être conscient et d'aider aux personnes autour de nous et prendre aussi cette conscience parce qu'on ne doit pas dire que je peux être éveillé, je suis conscient, je connais déjà mes droits et aussi laisser les gens autour de moi évoluer dans l'ignorance, évoluer peut-être dans cette certitude de ne pas comprendre en réalité ce qu'est nos droits, ce qu'est nos valeurs, comment peut-être les revendiquer. Donc, une fois que vous êtes éveillé, une fois que vous êtes conscient, jouez ce même rôle de partage, de responsabilité, encouragez les autres, défendez les autres et donnez-les aussi, ou il faut les léguer aussi le pouvoir d'être comme vous. Voilà. Effectivement, éveiller les consciences. Si quelqu'un prend conscience d'une chose, il doit forcément partager ça. Alors, on est jeune, on est engagé au Sénato. Il faut savoir que les jeunes aujourd'hui représentent plus de 60%. Et comme il a dit, moi je vais toujours le dire, il faut comprendre vraiment la philosophie de Ubuntu qui dit « je suis parce que nous sommes ». Si nous pensons comme ça de l'Afrique en général, si nous pensons comme ça du panafricanisme, nous allons au-delà de toutes ces frontières, au-delà de toutes ces barrières-là qui nous freinent ou qui freinent notre vision. Je pense qu'il a dit, il faut la conscientisation, il faut qu'on prenne nos responsabilités face à nos aînés, face à ce qu'on a vécu, surtout face à notre histoire, parce que l'histoire, c'est à nous d'écrire l'histoire. C'est à nous d'écrire l'histoire. Moi, j'ai envie de demander par rapport à vos expériences personnelles, parce que depuis là, on parle de globalisme, d'idées, de panafricanisme dans le sens large du terme. Mais en tant que guinéenne ici de la Guinée-Conakry, de la République démocratique du Congo pour Trésor, quelles sont les expériences palpables que vous avez vécues sur comment on va au-delà de tout ce qui nous différencie pour créer une unité au sein d'un peuple? C'est accepter l'acceptation. C'est quand on vit ou bien on essaye de sortir au-delà de nos frontières, partir ailleurs, découvrir la culture de l'autre et de l'un. On essaye de former un trou qui va permettre de se divertir et de savoir vraiment que c'est pas à nous seuls, nous ne partageons pas la même culture. Il y a une diversité qui englobe tous ces aspects-là. Donc il faudrait comprendre l'acceptation, quel que soit où nous sommes, quel que soit ce que nous défendons, quels que soient nos idéaux, nos visions, nos traditions, nos civilisations. Il faut vraiment comprendre l'acceptation dans tout ce qu'on fait. L'acceptation ne pourrait-elle pas passer par l'éducation? Merci beaucoup encore pour cette question. Je pense que tout doit se résumer par l'éducation citoyenne. Lorsqu'on est éduqué, lorsqu'on est formé, lorsqu'on est outillé, c'est ça la base. Tout ce que nous faisons ou tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui doit passer par l'éducation, que ce soit le panafricanisme, que ce soit la lutte contre l'imposition de nos langues, que ce soit pour le renforcement des capacités, rendre nos dirigeants responsables. Tout doit passer par l'éducation citoyenne. C'est vraiment pour moi la base. L'acceptance, l'éducation citoyenne, ce sont deux piliers qui nous aideront vraiment en tant qu'Africains de pouvoir aller au-delà de tout ce qui nous divise parce que tout ce qui nous lie est encore plus fort que ce qui nous différencie. Donc ceci est l'écho de la note finale de cet enregistrement. Merci d'avoir suivi cet échange. À très bientôt pour d'autres séances de réflexion partagée.